Salut tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Très heureux de vous retrouver, nouveau numéro de LMV, épisode 204 aujourd'hui. Avec toujours un grand plaisir et un grand blanc derrière moi. Là, il y a un beau soleil. Si je me mettais un peu plus par là, on pourrait le cacher, mais ça va être dur. Là, j'ai du soleil, il y en a partout. C'est pas grave, on s'en fout, on s'en moque. En tout cas, j'espère que vous avez passé, alors j'allais dire de bonnes vacances, ou alors une bonne semaine, ou tout ce que vous voulez. Même si vous avez des petits soucis, j'espère que vous avez pu les surmonter et que vous êtes en pleine forme pour cette semaine, une des dernières semaines du mois d'août. Et donc, évidemment, la rentrée s'annonce. Eh oui, tout simplement, la rentrée s'annonce. Pour certains, c'est la joie. Pour d'autres, c'est la tristesse. Eh oui. La semaine dernière, juste un petit mot, il n'y a pas eu de LMV. Vous l'avez vu, on a communiqué avec le petit ninja. Papa était malade. Ah, j'ai attrapé une angine. Alors c'est intéressant, c'est le petit ninja, hein. C'est Hugo qui a eu l'angine, qui l'a passé à maman et la maman l'a passé à papa. Mais en prime, maman a eu la conjonctivite. Donc papa aussi a eu la conjonctivite. Donc la semaine dernière, on était un petit peu comme ça. Et c'était difficile de faire un LMV, même si parfois j'essaie de les faire quand même, malgré une santé pas très bonne. Et ben là non, c'était pas possible, on n'a pas insisté, on s'est reposé et maintenant on est en pleine forme pour vous rejoindre. Qui sait, il n'y a pas de c'est juste moi, donc de toute façon on va pas discuter. Alors cette semaine c'est reparti, donc tranquillement je vais vous emmener au Brésil aujourd'hui. Je vais vous allons raconter une histoire qui se passe au Brésil. Le Brésil du côté de São Paulo, pour ceux qui connaissent, là dans le sud du Brésil, région très industrielle d'ailleurs. Salut Jean-Michel, merci d'être le passage. Merci Nadège, salut. Tu as le temps ou pas? Non. Salut Maribo, ça va? Merci d'être de passage. Allez, portez-vous bien. Hein, de toute façon, on est là pour s'amuser. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Et donc, dans quelques minutes, je vous emmènerai au Brésil pour une histoire classique. Une histoire classique, rien de particulier, qui ne va pas vous faire verser des larmes, mais qui montre que parfois, la patience, c'est important. Il faut voir à long terme la vie. La vie, ce n'est pas quelque chose avec Instagram, Facebook et les likes, mais c'est quelque chose qu'il faut voir à long terme. Ce que l'on plante maintenant, on ne l'obtient pas le lendemain, mais quelques années plus tard. Et oui, c'est comme ça que ça se passe, pour ceux qui ne sauraient pas. Salut Marie-Laure, bonjour, et merci d'être au passage. Un petit mot, là c'est juste très personnel. En ce moment, j'entends sur les informations, la Grèce, vous avez entendu parler de la Grèce peut-être si vous suivez les infos. Ça y est, la Grèce est sortie. Ça y est, ils sont plus sous tutelle, ils sont maintenant sur surveillance, ils ont réussi, les Grecs, c'est fantastique. On dirait que ça y est, ils ont fait l'austérité, la Grèce, c'est bon, l'économie va bien, tout va bien. Moi, je trouve que c'est de la désinformation. Alors, je ne suis pas économiste, hein, mais j'ai l'impression de bien me tromper. Nadège, moyen, je ne suis surtout pas satisfait de ce que j'ai fait. Eh ben, montre-le-moi, Nadège. Envoie-le-moi, c'est pas grave. Et donc, oui, la Grèce, on dirait que c'est fini, l'austérité, 8 ans d'austérité, blablabla. Tsipras et son gouvernement ont réussi, voilà. Mais ce qu'ils oublient de vous dire, et je le dis parce que, on est là pas vraiment pour faire de la politique, mais quand même, la désinformation, c'est terrible. Et dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Les gars, là, sont bien, là, ça va, la croissance est revenue, etc., tout ce que vous voulez. Bon, on sort d'une belle saison de tourisme, c'est normal, tant mieux pour les Grecs. Mais il ne faut pas oublier une chose. Ils ont une dette à rembourser. Et les créanciers, tous ceux les banques et tous les créanciers, tous ceux qui ont des millions, qui ont prêté cet argent, eh ben, ils le veulent, cet argent. Et la Grèce va commencer à rembourser cet emprunt à partir de 2022. Donc jusqu'en 2022, normalement, ça devrait aller bien. Et à partir de 2022, ils vont moins rigoler, les Grecs. Désolé pour eux, mais à mon avis, ils vont moins rigoler. Et la dette sera remboursée, tenez-vous bien, en 2069. C'est-à-dire qu'entre 2022 et 2069, ils vont souffrir. Ils vont souffrir. À mon avis, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Donc là, avoir des cris de joie, se dire « Ouais, super, la Grèce, ça y est, grâce à l'austérité. » C'est pas vrai. Prenez l'exemple avec le Portugal. On parle beaucoup du Portugal en ce moment. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il va falloir vérifier tout ça. Mais on parle de la Grèce qui n'a pas suivi l'austérité prônée par l'Europe, etc., qui a fait exactement le contraire. Et qui finalement, maintenant, paraît-il, s'en sort bien.
À vérifier, bien sûr, j'ai pas la science infuse au niveau de l'économie et donc je ne peux pas vous dire exactement. Mais enfin voilà. Nathalie, salut Nathalie, merci d'être de passage. Donc voilà, petit coup de gueule quand même en passant. On essaie de nous faire passer des informations comme quoi l'austérité c'est ce qu'il y a de bon. Moi je suis pas certain. Et je pense aux pauvres Grecs. Ils ont déjà souffert pas mal de temps. Bon, il y a eu des conneries qui ont été faites, mais bon, c'est pas non plus. Et ces gars-là vont souffrir pendant jusqu'en 2069. Hein. Projetez-vous dans le futur. Je vous parlais de planter une graine et de voir dans le futur. Comment voulez-vous vous projeter dans le futur lorsque vous voyez, vous savez, je ne sais pas s'ils le savent, si on leur dit clairement ce qui les attend, quoi. Ils ont une dette faramineuse qui est plus du double, je crois, de leur budget. 183% de leur budget annuel, ils ont à rembourser. Si je ne me trompe pas, hein, je peux raconter des bêtises. Bref, je voulais dire un petit mot là-dessus parce que ça m'énerve. J'écoutais les infos et on entend des grands cris de joie. Et ben non, la Grèce n'est pas sortie. Dommage pour les Grecs, mais j'espère qu'ils vont trouver une solution. Salut Lati, merci d'être de passage également. Tu vas bien? En train d'écrire? Ouais. Moi aussi, je suis en train d'écrire. Et l'air de rien, j'ai pris beaucoup de retard sur la sortie de la chute du juge Fauvert. Hein. Ça fait un moment, depuis avril que je vous l'annonce. Mais il est prêt en fait. Il est prêt, mais là, je me suis dit, je vais pas le sortir au mois d'août. Tout le monde dort, tout le monde est en vacances. J'attends encore un petit peu. Mais figurez-vous que j'ai écrit pratiquement la moitié du bouquin suivant. Ah, j'ai pas perdu mon temps. Donc, il y aura 2-3 sorties de suite là avant Noël. Ça va être sympa. Je m'arrête pas. Ça va être sympa. Bon, salut, à demain. Non. Allez, le top 5. C'est parti pour le top 5. On en fait quelques-unes et ensuite on... Ah, j'ai bien aimé celle-là. Allez, Estelle, pour vous mettre dans l'ambiance. Je vous laisse lire leçon de français. Alors attention les leçons de français. On dit un corail des coraux, on dit un vitrail des vitraux et on dit un spacitaille Despacito. C'est bête. Elle est bête, je sais, mais elle est sympa. Salut Monette, ça va? Eh ouais, et ça c'était partagé par Estelle. Merci Estelle, elle m'a bien fait rire celle-là, j'ai bien ri. Alors, on va faire des petits... Ah oui, ça là je l'aime bien, ça m'a fait plaisir. C'est la France a gagné la Coupe du Monde. La deuxième étoile est maintenant sur le maillot bleu des Français. Ils ne l'ont pas encore porté, je crois, ils n'ont pas encore fait de match. Je ne me trompe pas. Mais ce qui est intéressant, et ça, vous ne le saviez peut-être pas, c'est qu'il y avait des gens qui avaient prédit, bien avant que la France soit championne du monde, même en 98, que la France gagnerait 2 étoiles. Et l'un des gars qui a prédit ça, et moi j'étais vraiment étonné, c'est le général de Gaulle. Mais c'est incroyable. Et la preuve, la voici la preuve, de Gaulle avait prévu que la France aurait 2 étoiles sur son maillot de champion du monde. Bon, il faut plus qu'on en ait, hein, parce que sinon, là, ça va mal faire. De Gaulle était un général de seconde zone. Hein. Bon, même si c'était un grand homme, il n'a jamais été un grand général. Il avait une trop forte gueule, je crois, et on l'aimait pas trop. De Gaulle, avec ses qualités, ses défauts, comme tout grand homme. Et qui est-ce qui m'a partagé ça? Qui est-ce qui a partagé ça avec moi? Personne. Hazel, qu'est-ce qu'elle nous dit, Hazel, dans le top 5 des meilleures vannes qui sont passées? J'aime bien les gens qui te disent « fais comme chez toi », puis qui te jugent quand tu ouvres leur frigo après t'être foutu à poil. Ah. Salut Boudia, ça va bien? Et Pascal aussi qu'on salue, merci d'être de passage Pascal. Ah ouais, mais si on peut plus laisser les gens et se mettre à poil et ouvrir les frigos et prendre une bière ou quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Ne dites plus faites comme chez toi. Non. Ou passe quand tu veux. Non. Désolé, ça marche pas ça. Ah, Jean-Marie. Jean-Marie, ah celle-là elle est géniale. Elle est géniale. C'est le genre de petit jeu de mots qui allie image et texte que j'adore. Et c'est ça qui m'empêche pour l'instant de passer en podcast, que j'ai envie de passer en podcast. Parce que ça, en podcast, je ne peux pas le faire. Ça ne marche que visuellement. Alors, je vous laisse découvrir. Vous le reconnaissez, hein, c'est Sean Connery. Sean Connery, l'acteur qui mange des spaghettis, je pense. Hein, et c'est le grand acteur, le premier grand acteur de James Bond. Et voici le texte qui va avec. Allez.
Je sais, j'aurais dû la passer hier celle-là. Bon dimanche. Sous vos applaudissements, comme disait Jacques Martin. Salut Pascal, tu vas bien? En forme? Non, elle est géniale, elle est géniale. Tout de suite, ça vous donne un peu d'allégresse. On sourit, on est content, on se relaxe un petit peu. Et c'est vrai, mais ça fait du bien. Alors, est-ce que je vais vous en mettre d'autres? Ah oui, je parle pas trop de Macron en ce moment, hein, je le cartonne pas trop, je lui tire pas dessus, pas trop, hein, c'est les vacances, hein, on en profite. Mais quand même, on va pas se gêner. Surtout qu'avec la rentrée qui se profile, un petit mot de politique, on avait prévu une croissance à 2%, la croissance va être à 1,8%, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'il va falloir serrer les budgets un petit peu partout, attendez-vous à des mesures sympatoches. En attendant, Amiens est bien content. Ah, il est originaire d'Amiens, vous savez. Quand on arrive à Amiens, sur l'autoroute, voici ce qu'on voit. Amiens, ville natale de Brigitte et Emmanuel Macron. Nous sommes désolés. Je sais, elle ne va pas plaire à tout le monde. Elle ne va pas plaire à tous ceux qui soutiennent Macron. Et vous avez le droit tout à fait de le soutenir. Hein. Il a été élu, tout ce qu'il y a de plus logique, etc. Sinon, Maribo, tu en as partagé une belle aussi. Moi, j'aime bien. Bon, le contexte est un peu difficile. C'est au niveau de la peine de mort, de la chaise électrique, mais quand même, il faut savoir humour garder. Vous êtes condamné à la chaise électrique, monsieur. Une dernière volonté avant l'exécution? Oui. J'aimerais qu'on se tienne tous la main. Excusez-moi. Il fallait la trouver celle-là. C'est sur Twitter que c'est basé ça. Hein. C'est basé sur Twitter. C'est excellent. Merci Marivo pour celle-là. Elle est bien. Tu m'as bien fait rire. J'ai bien rigolé. Et vous avez vu, je vous ai fait un petit texto d'échange avec mon petit ninja, hein, pour expliquer la semaine dernière. J'aime bien, je vais peut-être en refaire un. Et voici un sympathique aussi, qui n'est pas de moi. Mais celui-là est sympathique. Alors, message, hein, ça vient. Je t'aime fort. J'ai besoin d'espace. Je t'aime fort. Salut Véronique, ça va? Salut Suzy. Ah, Suzy en direct. Eh oui, l'exploit, Suzy en direct. Ouais. Suzy au volant de sa Porsche, bien sûr. Faites attention aux fakes. Faites attention aux fakes. Parfois, c'est difficile. Est-ce que vous le voyez sur celui-là, le fake? C'est Lucien qui a partagé ça. Merci, Lucien. Eh, les Chinois, quand vous faites des copies, hein, faites attention quand même. Oui. Je sais pas, il n'y a pas le prix, on voit pas le prix, mais j'aurais bien aimé voir le prix. Spider-Man. Et puis une petite dernière dans le top 5, top 10, on va dire. Allez. Pour vous, mesdames. Partagé par qui? Par je sais pas qui. Celle-là, elle est sympa. Deux femmes parlent. Hein. Si tu rencontrais un homme beau, sensible, qui aime les enfants et la cuisine, tu voudrais faire quoi avec lui? Un documentaire. Une espèce en voie de disparition. Enfin non, pas en voie de disparition, qui n'existe pas vraiment. Suzy? Ben non, j'ai une Mazda. Mon amant a les Porsche. Il a répondu. Je sais, hein, mais tu as bien choisi ton amant. Il carbure. Allez, c'est fini. Je regarde juste pour voir si j'en fais une petite dernière. Juste pour me faire plaisir. Oh, j'avais un paquet sur les moustiques, sur les news. Ah, on n'aura pas le temps. Tant pis. Ah, Cécile en a partagé une. Allez, cette fois-ci, c'est la dernière, avec un petit dialogue. Un homme va à la pharmacie pour acheter du Viagra. Ça arrive, des choses qui arrivent. Le Viagra 50 n'est plus disponible, monsieur. Je vous donne du sang et ce soir, vous la cassez en deux. Ma femme? Non, la pastille. Horrible. Regarde déjà dans le contexte. Allez, c'est fini. On s'arrête là et on va parler du Brésil.
On va aller au Brésil. Je regarde l'heure en même temps parce que j'ai un petit garçon à aller chercher là derrière qui est en centre de loisirs et il ne faut pas que j'oublie l'heure. Donc, on va parler du Brésil. Ce que je voulais dire, je regarde beaucoup en bas, excusez-moi, parce que je suis en train de chercher en même temps et je vois que j'ai plus beaucoup de batterie sur l'iPad, donc ça serait sympa de faire attention. Ouais, ok. Allez, on va au Brésil, au nord de São Paulo. On va dans le nord de São Paulo, c'est un état brésilien, je crois que c'est l'état le plus riche au Brésil, qui est très industriel, mais en même temps, il y a de la campagne, hein, il n'y a pas que le Brésil. Salut Agnès, bonjour. Do Brasil. Oui, Lati. Tiens, tu parles portugais aussi, hein? Et donc là-bas, bon, d'ailleurs l'état de São Paulo produit, je crois, plus de la moitié de la richesse du Brésil, à lui tout seul. C'est vraiment l'état poumon du Brésil. Ça ne veut pas dire que c'est l'endroit le plus agréable à vivre. Moi, je connais assez bien, hein, j'ai passé pas mal de temps là-bas. São Paulo, j'aimais pas. Moi, je préférais les États du Nord, où j'étais vraiment bien, où j'ai passé des moments fabuleux. Ma famille, elle est sur São Paulo. Alors, elle ne restait pas longtemps parce que mais mes amis étaient sur le nord, le Maranhão, Fortaleza, pour ceux qui connaissent ça, Recife, et aussi tout le reste, hein, toute la côte nord-est, du nord-est. Agnès, bonjour, content de vous retrouver. Nous aussi, Agnès, on est très heureux. Donc, on est au Brésil, on est à São Paulo, et on est dans les années 70. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, et pas de raison que vous vous en souveniez, les années 70 au Brésil, c'était une dictature, c'était dirigé par les militaires. Hein, c'était un pouvoir fort qui a ensuite, je crois que c'était dans les années 80, passé le pouvoir aux civils, donc qui a donné le pouvoir aux civils pour refaire la démocratie que l'on connaît maintenant, qui est aux prises au Brésil avec des procès incroyables. C'est une salade, je connais bien les Brésiliens et c'est une salade. Je suis triste pour Lula, pour ceux qui connaissent l'histoire et pour tous ceux qui ont essayé de faire bouger les choses, mais bon, bref. Donc, São Paulo, le Brésil, les années 70, dictature militaire, et bien sûr, les militaires veulent développer l'économie pour avancer vers le libéralisme, le capitalisme, gagner de l'argent, faire booster l'économie, etc. Et pour ça, ils ont une tactique qui est d'encourager les gens à aller à la campagne et de faire de l'agriculture, tout simplement. Et là, à la campagne, on va à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Antonio Vicente en portugais et brésilien. Donc Antonio, lui, il est né dans une ferme, très pauvre. Il est un parmi 14 enfants, ses parents ont 14 enfants, il est un de ceux-là. Et il a vu son père, qui était très pauvre, travailler pour des riches fermiers, donc il y a ce qu'on appelle les fazendas, et il y a de très riches fermiers là-bas. Et il a vu son père travailler pour eux et petit à petit couper les arbres de la forêt. Ah oui, le Brésil, c'est la forêt, le poumon, même si ce n'est pas l'Amazonie là, à côté de São Paulo, mais il y a quand même de grandes forêts. Et au fil des années, il a vu les forêts se faire couper, les arbres coupés. Pourquoi faire? Tout simplement pour faire de l'agriculture intensive ou alors tout simplement le bois pour chauffer et aussi faire de la culture, tout simplement. Alors, faire de la culture, mais aussi avoir de l'herbe pour que les vaches puissent se nourrir pour le lait, etc. Mais le problème de ça, vous le savez maintenant, à l'époque on ne le savait pas trop, c'est que très vite, les sols deviennent pauvres lorsque vous coupez les forêts et vous les remplacez par quoi que ce soit agriculture intensive ou prairie. Les terrains deviennent très pauvres et au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui pousse, ils sont pauvres et ça ne sert à rien. Et c'est pour ça d'ailleurs que continue l'exploitation de la forêt amazonienne, parce qu'il faut continuer, c'est sans fin. Et c'est sans fin, et un jour on arrivera qu'il n'y a plus rien. Le petit Antonio, qui était un petit garçon, voit son père couper les arbres petit à petit face aux ordres de ses patrons, les riches fermiers de l'état de São Paulo, et voit qu'au bout de quelques années, rien ne repousse. Et il trouve ça il est très triste de voir cette situation. Mais bon, il est pauvre, rappelez-vous. Donc il doit aller travailler. Et pour aller travailler, il n'y a pas 50 endroits, son père est trop pauvre, il va travailler à São Paulo, dans la grande ville. Mais dans un coin de sa tête se dit, c'est triste de faire ça, c'est malheureux. Et moi, Recife, oui Agnès, si tu connais, c'est beau, hein, Recife. Et salut Madi, bonjour, merci d'être de passage. Et malheureusement, il n'a pas beaucoup de moyens. Et donc il travaille, il rentre à la maison parfois le week-end dans sa famille, dans les villages de la campagne de l'état de São Paulo, au nord-ouest de l'état de São Paulo.
Et puis, les années passent. Et lorsqu'il a la quarantaine, Antonio a une sorte de crise, une crise existentielle. Et là, il se dit, comme vous et moi, on se dit ça peut-être à un moment, vous vous êtes dit ça, moi aussi. D'ailleurs, ça a été toute une histoire, je vous ai raconté pour moi à peu près en 2009, même un petit peu avant. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Et il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? À quoi sert ma vie? Qu'est-ce que je fais? Je travaille comme un malade la semaine, le week-end je suis épuisé, je rentre, je dors et je recommence. Je gagne rien, je ne fais rien. J'élève des enfants, j'ai mes enfants, je suis marié, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que j'apporte à cette terre? Et c'est là qu'il a une idée. Il a cette idée de vouloir faire quelque chose pour la terre, de vouloir faire quelque chose pour ces images d'arbres coupés et de cette terre aride qui est maintenant le quotidien dans sa campagne, il n'y a plus de forêt du tout. Il a à peu près 40 ans, on est en 1973. Et c'est à cette époque-là, donc je vous disais tout à l'heure, les militaires au pouvoir encourageaient les paysans à acheter des terres et à planter des plantes pour faire de l'agriculture intensive ou alors à faire des prairies pour les vaches. Et Antonio a une idée géniale. Enfin, géniale à l'époque, non, mais oui, maintenant. Il participe au programme des militaires, c'est-à-dire que c'était subventionné par les militaires, il fallait signer un papier. On vous donne pratiquement des terres, et on vous donne de l'argent, une prime, pour bien sûr acheter des graines, planter, acheter un tracteur, etc., pour faire pousser des choses. À lui, il dit oui, pas de problème. Il achète 30 hectares. 30 hectares, vous allez me dire, c'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose, 30 hectares. Il n'avait pas les moyens. Et grâce aux militaires qui encourageaient l'agriculture intensive, il achète 30 hectares de terrain, un endroit précis, près de chez lui, qu'il connaissait bien, qui dans sa jeunesse, il avait vu avec des sources d'eau, des fontaines, mais il n'y a plus rien, c'est désertique. Et avec l'argent des subventions, il achète des graines, mais pas des graines de maïs ou de blé. Il sélectionne les graines qu'il achète, et il va acheter des graines d'arbres qui étaient présentes sur le terrain où il était avant. Et il commence à planter. Vous avez compris la suite. Il prend des graines, et tous les week-ends, il va planter quelques arbres sur ces 30 hectares. Je ne sais pas si vous avez imaginé 30 hectares. C'est pas plat, hein, c'est vallonné, c'est des collines. C'est le nord de São Paulo, c'est comme ça. Alors comment il fait? Parce qu'il travaille. Donc il y va le week-end, comme je vous ai dit. Et puis il ne peut pas tout faire tout seul, parce qu'il y a 30 hectares. Donc avec ses économies, toutes ses économies, qu'est-ce qu'il fait avec? Eh bien il achète des ânes pour porter les graines. Et il se fait aider, il paye des fermiers encore plus pauvres que lui, qui le week-end font un second job, un petit job au noir, pour l'aider à planter les graines. Et il fait ça, semaine après semaine, après semaine, après semaine. Au bout de quelques temps, au bout de quelques mois, les autres fermiers qui, comme lui, ont acheté des terres et font de leur agriculture intensive, le traitent de fou. Il dit, mais t'es complètement fou. Comment tu vas vivre avec ? Comment tu vas t'en sortir? Si tu plantes pas de blé, si tu plantes pas de maïs, si tu plantes pas de quelque chose pour faire de la prairie, pour faire manger tes vaches, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas avoir des arbres et c'est tout. Tu pourras pas manger tes arbres. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et Antonio est très critiqué à cette époque-là, dans les années 70. On le critique beaucoup. D'ailleurs, je sais pas, j'aurais bien aimé savoir comment il a pu échapper aux militaires, à la dictature militaire, qui lui a donné l'argent, qui a donné le terrain. Mais qu'il lui a pas, il a dû être malin. Il a dû dire oui, ça va venir, ça va venir. Parce que les militaires, je sais pas, ils n'ont pas contrôlé ou ils n'ont pas eu le temps. D'ailleurs, après, il y a eu d'autres choses, donc ils n'ont peut-être pas eu le temps. Salut Brigitte, merci d'être de passage. Et donc, il continue. Et petit à petit, il continue à planter ses arbres. Et au fil des ans, il continue. Et il ne s'arrête pas. Et quand je dis qu'il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Aujourd'hui, on est en 2018. Et Antonio, si vous calculez son âge, a plus de 80 ans et continue à planter des graines, des arbres sur son terrain, sur ses 30 hectares de terrain. Alors vous me direz, c'est bien de planter des graines, mais le résultat, quel est-il? Il a pris le terrain, il n'y avait plus rien dessus. Plus d'eau. Parce que l'eau, le problème de l'eau, c'est quand vous coupez les arbres, les sources qui sont sur le terrain disparaissent. L'eau n'est pas retenue, les racines retiennent l'eau et irriguent le terrain. Mais si vous enlevez les arbres, eh bien ça assèche et il n'y a plus rien. C'est une vérité fondamentale que tout le monde connaît,
Donc pour ça qu'il ne faut pas couper les arbres. Mais lui, Antonio, a continué. Et les arbres ont commencé à pousser. Dans les années 70, on l'a beaucoup critiqué. Dans les années 80, on l'a moins critiqué. Et dans les années 90, on a commencé à le regarder en se disant Antonio, muito bon, muito bon. On lui a dit, mais c'est bien ce que tu fais. Et dans les années 2000, on lui a dit, tu es un homme magnifique. Tu as fait quelque chose de magnifique. Sur ces 30 hectares, maintenant, il n'y a que de la forêt. Je vais vous montrer des photos. J'ai des photos d'Antonio et de sa forêt. Non seulement, alors c'est une photo de dessus. Non seulement il y a des... Voilà, la forêt, bon, ça vous dira rien parce que vous n'avez pas vu avant. Là, on voit, il y a une petite cascade. Et c'est ça qui est incroyable. Il y a des cascades qui sont revenues alors qu'il n'y avait plus rien. Les sources d'eau, il y en a une trentaine qui sont revenues. Il y a 7 cascades qu'il a récupérées. Et voici Antonio, 83 ans, heureux, le devoir accompli devant l'une de ces cascades. Pendant 40 ans. Et il a souffert, hein, parce que aller tous ces week-ends planter des graines alors que tout le monde vous critique, c'est pas facile. Mais non seulement il a fait ça, voilà une autre photo avec Antonio ici, et vous voyez, c'est apparaît incroyable de savoir qu'ici, dans ces endroits, il n'y avait rien, la roche était à nu. Salut Clément, merci d'être de passage. Mais Antonio est vraiment un gars génial. Parce que c'est vrai que ses camarades fermiers, ses copains fermiers, disaient, mais qu'est-ce que tu plantes des arbres, qu'est-ce que tu vas manger? Alors, il faut savoir qu'il n'était pas stupide, parce qu'il alliait ce qui lui paraissait important aussi en pensant à sa famille. Et c'est ça que je vous disais, quand on plante une graine, on pense toujours au futur. Quel que soit le domaine, on parle des arbres ici, mais c'est vrai pour n'importe quel projet que vous vouliez, que vous pensez faire. Pensez long terme, et c'est difficile, je sais, de penser à long terme, mais c'est ça qui est important. Et Antonio pense au long terme. Parce que lorsqu'il a commencé à planter ses arbres, à côté de ces 30 hectares, il y avait ce qu'on appelle au Brésil et au Portugal, une posade. Posade, c'est une sorte de bed and breakfast où les gens peuvent venir se reposer. Mais vous pensez bien à un bed and breakfast à l'époque où les terrains, il n'y avait plus rien, la terre était à nu, sèche, etc., ça n'avait pas beaucoup de valeur. Et Antonio l'a racheté en 1975, donc 2 ans après avoir commencé à planter les arbres. Là aussi, on aurait pu se dire, mais pourquoi il achète ça? Ça va servir à rien. Comme on dit en anglais, fast forward, 40 ans plus tard, sa posade est un succès monstre. Pourquoi? Parce que là, voici la posade, au milieu de sa forêt. Et tous les paulistes, les gens de São Paulo, viennent en week-end dans cette posade, dans ce bed and breakfast, pour passer un week-end au milieu de la forêt. Et c'est ça le génie d'Antonio, c'est d'avoir pu penser au futur et de voir qu'il pouvait allier les deux. Et il le dit bien, il pensait au futur, mais il pensait aussi à sa famille. Parce que maintenant, il a 83 ans, bien sûr, il continue un petit peu à planter, mais il n'a plus la même vigueur qu'avant. Et c'est son petit-fils qui s'occupe de la posade. Vous pouvez la trouver sur le net, sur Airbnb, partout. Vous pouvez réserver et aller passer un week-end. Il y a des petites piscines, etc. Et c'est un halo, un petit paradis au milieu de sa forêt. Et c'est ça qui est génial. Et lorsqu'on demande à Antonio qui est sa famille, bien sûr, il parle de sa famille à lui, qui maintenant gère ce bed and breakfast, mais il dit avec une petite larme à l'œil, ma famille, il se tourne, c'est chacun de ces arbres que j'ai plantés. Ils font partie de ma famille. Et là, Antonio a tout compris. Parce qu'on est un avec la terre, qu'on maltraite, inutile de vous le dire maintenant, de façon terrible en ce moment. Et Antonio, il fait sa part, comme vous connaissez l'histoire du colibri. Il fait sa part. Et il y a des responsables de la nature, de la protection de la nature au Brésil, qui disaient qu'il a fait ça sur 31 hectares. Mais si chacun faisait ça sur 31 hectares, les forêts d'Amazonie seraient sauvées très vite. Parce qu'en un an, en général, c'est à peu près 8000 hectares de forêt amazonienne. Je pense que mes chiffres sont justes, en 2015, 8000 hectares de forêt amazonienne qui sont détruites, qui sont rasées. Antonio en a planté 31 sur 40 ans. Bon, ça a mis du temps à pousser, etc. Et sur 40 ans, si on prend un chiffre sur 40 ans, au Brésil,
On a planté 200 000 hectares de forêt. Waouh, vous allez dire. Mais dans le même temps, on en a coupé 2 millions. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Ben, peut-être que ça nous responsabilise, que ça nous encourage à pas nous laisser tomber, pas laisser tomber la terre, à faire des choses, à nous pousser de l'avant. Et je lisais un article récemment, juste pour finir, sur notre action, sur ce que l'on fait. J'ai pas la réponse. Parce que finalement, on le voit bien que ça va pas. Études scientifiques ou pas, signature de 15 000 scientifiques ou pas, négationnisme de ceux qui n'y croient pas ou pas. On voit bien que la Terre est en train de changer. On voit bien que les forêts sont saccagées. On voit bien tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas grand-chose. On peut dire on fait un petit peu, on fait sa part. Mais évidemment que ce n'est pas assez. Alors on va dire qu'il faut que ça vienne d'en haut. Mais en haut, apparemment, vous avez vu, ça ne vient pas. Et ben c'est très difficile. Parce que je crois que l'homme, à part des gens comme Antonio qui sont vraiment incroyables et que je respecte énormément, moi-même, je fais des petites choses. Mais bien sûr, c'est pas assez. Et même si tous ont fait des petites choses, c'est bien, mais c'est pas assez. Et je crois que l'homme a besoin d'un gros coup de pied aux fesses. C'est-à-dire que quand vraiment la situation sera catastrophique, et à ce moment-là peut-être, ben on n'aura pas le choix. Et ben on changera nos habitudes de vie. Je ne veux pas donner de leçons parce que je suis en plein dedans moi aussi. Mais malheureusement, je ne vois pas d'autre solution. À part ça. Je suis un peu triste en le disant, mais je ne voulais pas vous mettre un peu down, hein, comme on dit en anglais, ce qui s'appelle un week-end au vert. Oui, exactement. Seulement quelques-uns parmi nous y pensent, Mercedes. Oui, c'est ça. Suzy, si déjà chacun de nous plante un arbre, c'est déjà un bon début. Oui, c'est bien de planter un arbre. C'est bien. C'est quelque chose, on va dire. Et des gens qui plantent des arbres, qui ont des actions comme ça, il y en a plein, pourtant. Il n'est pas le seul, j'en ai déjà raconté. Et j'ai même une autre histoire en réserve à vous raconter sur une Chinoise qui fait la même chose en Chine et qui est absolument formidable pour d'autres raisons. Il y a des gens qui le font. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut vraiment que ça soit une envergure énorme. Et je ne vais pas vous parler de la pollution, etc. Sinon, on ne s'en sortira pas. Mais enfin, bon, restons sur une note optimiste. Essayons de faire notre part, essayons d'avancer. C'est facile de dire ce que je dis, je le sais. Mais puisqu'on parlait d'arbres, j'ai envie de vous quitter avec le mot de la fin. On va parler d'arbres. Si j'arrive à la retrouver. Ah oui, alors il faut que je la retrouve. Je trouve cette citation très jolie. La voici. Allez hop. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est maintenant. Et c'est ça. Eh oui. Antonio a commencé il y a 40 ans. Mais comme tu le dis, hein, redévelopper la filière chanvre, pourquoi pas, Timothée? Salut, je ne t'avais pas vu passer. Les arbres et les abeilles, et oui, Mercedes, oui. Il y a plein de choses qui vont pas. C'est un proverbe chinois, donc je vous parlais de cette chinoise. Je ne sais pas si c'est un proverbe chinois, on s'en fout. Mais c'est vrai. Salut Steph, merci d'être de passage. Donc rappelez-vous de ça. Et c'est vrai pour les arbres, mais c'est vrai pour n'importe quel projet vers lequel vous vous lancez. Par exemple, il y a beaucoup je sais parmi vous, beaucoup écrivent. Et bien lorsqu'on commence à écrire des bouquins, le but, c'est pas d'écrire pour récolter tout de suite les fruits de son travail. Mais il faut créer, pas une œuvre, mais des bouquins qui vont devenir une sorte de revenu passif avec le temps. Et c'est pareil dans plein de domaines. Hein. Donc le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième moment est maintenant. Vous avez un projet, vous hésitez depuis longtemps. En plus, ça va aider la nature, ça va aider la terre. Eh bien, allez-y. Je suis désolé, hein, je ne sais pas qui est le coaching pascaldufresne.com. Eh ben, je la salue et je la remercie pour cette image. Voilà. Merci à vous tous. On va se quitter, Timothée. Hello, j'étais discret. Ah, tu sais être discret. Allez, pensez à tout ça. Pensons à planter des arbres. Ouais, planter des arbres, c'est pas mon truc. Hein. C'est pas mon truc. Mais j'aurais bien aimé faire d'autres choses. Mais avec des j'ai bien aimé, on fait rien. Alors, je vais me taire, je vais couper là. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode
205 du meilleur est à venir. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents jusqu'au bout. Merci, je vous vois. Ah, c'est marrant, tiens, il y a une nouvelle application. Ils ont changé l'application de Facebook. Maintenant, je vous vois un petit peu, je vois vos icons, vos avatars. Salut Amanda. On s'en va, il faudra regarder le replay. Merci, bonne soirée, bye bye. Et on se retrouve la semaine prochaine avec toujours autant de plaisir. Au revoir.